Gerhard, merci beaucoup pour votre invitation. Je vais donc vous parler d'une cavité qui n'a pas intéressé grand monde jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais qui a un regain d'intérêt au vu justement des embolies cérébrales sur fibrillation auriculaire, en particulier lorsque le traitement recommandé qui est l'anticoagulation n'est pas utilisable chez ces patients. Donc, en pratique, il y a un concept et maintenant une preuve que, en effet, cette cavité sert à peut-être à quelque chose, mais malheureusement, le plus souvent, à créer des hémiplégies aux patients. Alors, pourquoi cela? Parce que la fibrillation auriculaire, lorsque on perd la contraction de l'oreillette et de l'auricule, eh bien, on a ici une poche trabéculée qui est un cul-de-sac où le sang ne circule plus et va spontanément et très rapidement thromboser et devenir la source d'embolie périphérique et cérébrale. Et on a réalisé cela grâce à des études initialement autopsiques et à des études échographiques utilisant l'échographie transœsophagienne. On s'est aperçu rapidement que sur ces séries d'accidents vasculaires cérébraux, eh bien 9 fois sur 10, dans 90% des cas, eh bien le thrombus identifié siégeait toujours au même endroit au sein de cette poche qui est l'auricule gauche à la surface de l'oreillette. Donc est venue l'idée que si on pouvait tarir la source, on pourrait faire de la prévention de l'accident vasculaire cérébral chez les patients en fibrillation auriculaire. Et la première expérience, même si l'idée est relativement récente, la première expérience n'est pas si récente que cela, puisque sans doute avec Alec, il y a plus de 10 ans maintenant, on a implanté les premières prothèses dans l'auricule gauche de quelques patients. Et vous avez ici, vous voyez, la date de ce patient, 2004, donc il y a plus de 10 ans, où on avait un système à l'époque qui s'appelait le système plateau et qui permettait, vous le voyez ici de profil, d'occlure complètement cet auricule et de faire une prévention de l'accident vasculaire cérébral pour un patient qui, en fibrillation auriculaire, ne pouvait pas recevoir d'anticoagulant. Il était sans doute trop tôt et pour l'idée, et pour le matériel, et pour les docteurs. Il n'y a pas eu de succès, le succès attendu commercial pour cette maison qui fabriquait cette prothèse, qui marchait au demeurant très bien. Elle était un peu compliquée à mettre en place, mais finalement elle marchait très bien. Et la société en question s'est arrêtée de la produire, pour ne pas dire qu'elle a fait faillite. Alors il a fallu attendre quelques années pour voir revenir d'autres compagnies avec la même idée. Et donc on peut à nouveau imaginer de fermer les auricules gauches des patients qui en ont besoin. Alors, vous avez ici l'imagerie de référence, c'est l'échographie transœsophagienne, et vous pouvez très bien voir l'auricule gauche, et tout l'art de l'échographie va être de faire le tri entre ce qui est des trabécules tout à fait normaux au sein de cet auricule et ce qui est un thrombus qui est source d'embolie et une contre-indication au geste dont je vais vous parler, puisque on va aller mettre du matériel au sein de l'auricule et qu'il faut que à ce moment-là, l'auricule soit libre de tout thrombus. Un autre moyen d'imagerie largement utilisé au jour d'aujourd'hui, c'est le scanner, injecté, avec souvent un double bolus de contraste et un temps tardif pour examiner cet auricule au mieux. Et vous avez ici la possibilité, avec un scanner moins invasif que l'échographie transœsophagienne, de voir qu'il y a un thrombus et qu'il faut d'abord traiter ce thrombus, le faire disparaître avant d'envisager la fermeture de l'auricule gauche. Alors on va venir, après le concept, à la preuve. Et la preuve est arrivée avec les premières études qui ont utilisé des systèmes de fermeture d'auricule gauche. Ici, le système qui porte le nom de Watchman. Et je dois dire que même s'il y a d'autres systèmes, toutes les preuves scientifiques et randomisées sont arrivées avec cette prothèse-là et pas avec les autres. Et donc cette prothèse se met à l'entrée de l'auricule, comme c'est imagé ici, fermant la porte et empêchant les caillots de sortir de cet auricule et de migrer 8 fois sur 10 dans le cerveau. Donc c'est ça le concept, et la preuve est ici. Vous avez dans une étude randomisée, avec maintenant 4 ans de suivi, la démonstration que de fermer l'auricule ici en bleu avec un système comme le Watchman permet de prévenir les accidents vasculaires cérébraux
et la mortalité cardiovasculaire, en faisant aussi bien, si ce n'est mieux, puisqu'on est ici significatif sur cette comparaison à 4 ans, que le traitement de référence, qui est le traitement anticoagulant oral. Donc le concept qui était d'aller fermer cette poche qui ne servait à pas grand-chose, si ce n'est à faire des embolies cérébrales, est arrivé à son terme avec une preuve qui est que ce geste peut en effet prévenir les accidents vasculaires cérébraux. Alors pourquoi et quand utiliser cette technique chez les patients ? Eh bien, en particulier chez les patients qui ne peuvent pas avoir le traitement de référence, et on y reviendra parce que on l'a évoqué tout à l'heure, Iraj Ganjbak en a parlé, 4000 morts par an pour des patients sous anticoagulants et sans doute 4 à 5 fois plus d'hospitalisations pour iatrogénie des anticoagulants dans notre seul pays. Donc une lourde morbidité à payer. Et il survient tous les ans une hémorragie cérébrale pour 91 patients sous aspirine et 143 patients sous AVK. Vous voyez qu'on n'a pas besoin de voir énormément de patients pour avoir la complication hémorragique la plus redoutée, qui est l'hémorragie intracrânienne. Les choses se sont améliorées avec les nouveaux anticoagulants, puisque vous voyez que le rapport n'est plus tout à fait le même. Mais malheureusement, ces nouveaux anticoagulants, s'ils ont énormément réduit le risque d'hémorragie intracrânienne, ils n'ont pas du tout le même impact sur d'autres hémorragies, en particulier sur les hémorragies digestives. Et vous voyez ici que, en ce qui concerne les hémorragies digestives, les antivitamines K font plutôt mieux que les nouveaux anticoagulants. Et on a plutôt plus d'hémorragies digestives avec les nouveaux anticoagulants qu'avec les antivitamines K. Donc le problème n'est pas réglé. Et chez des patients à risque hémorragique, et en particulier chez ceux qui ont déjà saigné, eh bien les anticoagulants deviennent un problème lorsqu'ils sont en fibrillation auriculaire, qui ne peut pas être réduite en particulier. Alors il y a des situations parfois plus complexes et qui surviennent plus fréquemment avec l'âge, qui sont les situations que vous voyez ici, où on calcule le rapport bénéfice-risque. Et vous voyez en rouge les patients qui ont plus de 75 ans, en bleu les patients qui ont moins de 65 ans, et vous voyez que lorsque ces patients ont un accident, ont une fibrillation auriculaire, le risque de faire un accident vasculaire cérébral ou une embolie périphérique, le risque absolu, la différence entre avoir 65 ou 75 ans, c'est 4%. Donc c'est une différence en absolu qui est très importante. Mais la différence en risque absolu pour les hémorragies est encore plus importante, et on est au double, avec 8% de risque absolu entre les patients les plus jeunes et les patients les plus âgés. Et bien évidemment, ça pèse lourd au moment de la décision pour ces patients. Le deuxième élément qui peut rentrer en ligne de compte, c'est bien évidemment le fait qu'on peut avoir des traitements associés et que ces patients ont souvent plusieurs pathologies, certaines pathologies nécessitant aussi un antiplaquettaire, comme l'aspirine. Et l'association anticoagulant plus antiplaquettaire pousse le risque hémorragique encore plus haut. Et vous voyez qu'on peut parfois doubler le risque hémorragique en rajoutant juste un peu d'aspirine au traitement anticoagulant de base. Donc ce chiffre absolu de 8% qu'on voit entre 65 et 75 ans, s'il double, ça fait 16%. Et on atteint des surrisques hémorragiques qui sont considérables. Le troisième problème, c'est le fait que les anticoagulants, quand même, ne sont pas très faciles à gérer. Et que très souvent, on a des patients qui sont soit pas traités, soit pas bien traités, soit surtraités, et que dans ces conditions, les antivitamines K ne remplissent pas leur rôle, et que si l'on pense que les nouveaux anticoagulants peuvent remplir ce rôle, eh bien souvent ce n'est pas possible de les employer. Ils ont des contre-indications. L'insuffisance rénale en est une qui est fréquemment rencontrée. Les sujets âgés posent problème souvent à cause de la fonction rénale. Les patients coronariens vont devoir avoir une association avec des antiplaquettaires, parfois 2 antiplaquettaires, vous imaginez le risque hémorragique. Et bien évidemment, on n'a pas d'antidote pour ces nouveaux médicaments et même pas de moyens vraiment de monitorer ces médicaments. Donc vous voyez que le problème n'est pas réglé pour l'anticoagulation, y compris avec les médicaments les plus récents. Donc c'est là où la technique d'occlusion de l'auricule gauche a toute sa raison d'être, puisqu'on va proposer aux patients d'aller fermer la porte de l'auricule gauche, de tarir la source emboligène qui vient de l'oreillette gauche, et surtout d'arrêter les anticoagulants chez ces patients qui sont au risque thromboembolique. Alors,
Cette procédure est une procédure qui se fait par voie veineuse, et c'est une procédure relativement bien codifiée maintenant. Il faut faire une fonction transseptale pour accéder à l'oreillette gauche, rien de très spécial ici, et puis amener des cathéters au contact, puis à l'intérieur de l'auricule gauche, où on peut faire des angiographies de l'auricule gauche, et vous avez là un auricule gauche que vous voyez en doigt de gant. On a différentes anatomies qui ont été décrites, mais globalement, les systèmes qu'on a à disposition ferment à peu près toutes les portes de toutes les anatomies. On peut choisir telle ou telle prothèse en fonction de telle ou telle anatomie, mais globalement, on arrive à trouver la solution. Alors, là, vous avez l'exemple d'une prothèse mise en place, et on avance de manière très précautionneuse dans l'auricule, qui est une structure fragile et qui peut se percer facilement, qui aboutit à ce moment-là à un hémopéricarde désagréable pour tout le monde. Et vous avez là la libération de la prothèse en question, qui est dans ce cas-là une prothèse Saint-Jude, avec, vous voyez, un lobe qui est maintenant au sein de l'auricule, et un disque qui est là pour reconstituer la paroi de l'auricule à l'endroit du collet et à l'endroit où on ferme cet auricule. Lorsque on pense qu'après diverses mesures et diverses évaluations, tout est en place et que cette prothèse ne bougera plus, eh bien, on s'autorise à la larguer. Et c'est le moment un peu critique, puisque, une fois larguée, eh bien, la prothèse et le patient vivent leur vie, et que si elle devait bouger, ça serait forcément très ennuyeux. Donc, dans ce cas de figure-là, vous voyez, la prothèse est bien en place, la porte est fermée, les embolies ne peuvent plus partir, et l'auricule va se thromboser complètement derrière la prothèse, et c'est le but, c'est que cette cavité soit fermée, que la thrombose soit complète derrière la prothèse, et qu'on n'ait plus de source emboligène chez ces patients. Alors, on fait sans doute assez souvent ces contrôles angiographiques qui vous montrent en effet qu'il n'y a plus d'auricule visible, et que, en effet, le geste a été correctement fait avec une reconstitution, comme vous le voyez ici, de la paroi de l'oreillette avec ce disque qui est, je dois dire, assez utile pour avoir des contrôles angiographiques sympathiques. Alors, tout ça se fait sous échographie transœsophagienne, sous anesthésie générale pour le confort du patient, et vous avez ici la même prothèse en contrôle échographique avec le lobe qui est bien comprimé par les parois de l'auricule. Vous avez la veine pulmonaire supérieure qui est juste derrière, le disque qui est là, la mitrale qui n'est pas loin, mais qui n'est pas gênée, et donc ce contrôle est satisfaisant. On fait même maintenant des contrôles en 3 dimensions avec l'échographie, et vous avez ici une photographie de la prothèse en place à la fin de la procédure, que vous pouvez photographier d'ailleurs sous différentes incidences de face, de profil, devant, derrière, ça ne pose aucun problème. Alors, maintenant qu'on a vu le concept, la preuve, la technique, quels sont les résultats? Alors, les résultats viennent d'études randomisées qui ont mis du temps à se monter et à se faire, parce que c'est bien évidemment pas simple de randomiser des patients pour une nouvelle technique sur un nouveau concept. Et la première étude a été l'étude PROTECT, qui a randomisé les patients pour avoir le traitement de référence, qui est le traitement anticoagulant, ou la fermeture de l'auricule gauche, qui est le Watchman, et ces patients ont été suivis et analysés. Le critère de jugement principal est indiscutable, c'est la mortalité, c'est les accidents vasculaires cérébraux, et c'est les embolies périphériques. Et vous avez ici les résultats principaux de cette étude, maintenant avec 4 ans de suivi. On avait eu, sur les années précédentes, la démonstration que ça marchait, mais plus le suivi s'allonge, plus on a l'impression que la prothèse fait mieux que le traitement anticoagulant, pas seulement aussi bien, mais probablement un peu mieux que le traitement anticoagulant. Vous avez ici le critère d'efficacité dont je vous ai parlé. Vous voyez que plus le temps passe, eh bien plus les anticoagulants oraux ont un effet cumulatif d'événements, alors que la prothèse ici
a une courbe plus sympathique. Il y a un prix à payer qui est ici, avec un surrisque lors de l'intervention. Mais vous voyez que pour la sécurité, les courbes se rattrapent avec le temps. Lorsqu'on regarde les autres événements, les accidents vasculaires cérébraux, la mortalité cardiovasculaire, là encore, on est plutôt favorable à la prothèse, vous voyez, avec une différence significative ici. Une autre étude randomisée du même type a été demandée par la FDA aux États-Unis pour valider le concept et la prothèse. Elle a été faite et aboutit au même résultat avec un suivi beaucoup plus court, mais sans rentrer dans les détails, avec 3 critères primaires de jugement, et ces 3 critères ont été globalement favorable au système de fermeture par rapport au traitement anticoagulant. Alors, que doit-on craindre d'une procédure de fermeture? Eh bien, des complications qui sont listées ici. L'embolie de prothèse est très rare, mais elle peut survenir. Les perforations cardiaques très rares, parfois des tamponnades et des hématomes au point de ponction. Mais globalement, on a appris à gérer ces complications. Vous voyez que, globalement, plus le temps passe, plus les études passent, plus les succès de procédure sont importants. On est passé de 90 à 95%. Succès de procédure, prothèse en place, pas de complications. Donc, vous voyez que 95 fois sur 100, c'est le cas. Vous avez ici ce qui s'est passé dans les 3 études en question, et vous voyez que les choses s'améliorent, là encore, au fur et à mesure de ces études. On a même des méta-analyses qui ont été récemment publiées sur ces 2 études randomisées et sur ces 2 registres qui ont suivi les patients plus longtemps. Globalement, les populations se ressemblent. Vous voyez que toutes les colonnes qui représentent de couleurs différentes, qui représentent les 4 essais ou études ou registres, ont des hauteurs à peu près identiques pour les scores de risque ischémique ou de score de risque hémorragique, que les courbes de survie sont globalement les mêmes et que donc on a une répétition et donc une confirmation de ce qu'on a vu dans la première étude. La méta-analyse nous dit quoi? Elle nous dit que sur les accidents vasculaires cérébraux, eh bien, il y en a autant chez les patients qui ont été fermés sur leur auricule que chez les patients qui ont eu des anticoagulants. Vous avez ici une petite tendance plutôt favorable pour les événements ischémiques aux anticoagulants oraux, mais c'est l'inverse pour les systèmes de fermeture. Et vous voyez que la mortalité est plutôt favorable aux gestes interventionnels qu'aux traitements anticoagulants. Et je pense que plus le temps passera, plus le suivi s'allongera, mieux ce sera. La qualité de vie est aussi améliorée pour ces patients-là. Elle a été mesurée, calculée prospectivement dans un essai. Je n'entre pas dans les détails. Et tous les registres vont dans le même sens, même quand on a des soucis pour mettre un traitement après la fermeture de l'auricule gauche, parce que cette prothèse est un peu thrombogène, on a besoin d'un peu d'antiagrégants ou d'anticoagulants pendant quelques semaines, et bien même avec des traitements minimums, on a des résultats favorables. C'est ce qu'ont montré les Canadiens ici, c'est ce qu'on a vu dans cet autre registre, où on retrouve globalement toujours le même chiffre, 60% de réduction des accidents vasculaires cérébraux avec la fermeture de l'auricule gauche, exactement ce qu'on avait par le passé avec les traitements anticoagulants. Et lorsqu'on utilise uniquement des antiplaquettaires après la procédure, c'est la même chose. Vous voyez qu'on a 77% de réduction des accidents vasculaires cérébraux. Donc on en est là. Les recommandations nous disent qu'on doit parler aux patients de cette possibilité. Quasiment quelle que soit la situation, même lorsqu'il est redevable d'un traitement anticoagulant, on doit lui parler de cette possibilité. Terminons sur les indications. Si vous avez un patient qui a fait une hémorragie intracrânienne, c'est bien évidemment une indication formelle. Lorsque vous avez fait une hémorragie qui n'est pas intracrânienne, c'est aussi une bonne indication, en particulier pour les hémorragies digestives. Lorsque vous avez une contre-indication de tout ordre à l'anticoagulation sans hémorragie préalable, ça devient une indication à la fermeture de l'auricule gauche. Lorsque vous êtes intolérant ou insuffisant rénal, que vous pouvez pas recevoir de nouvel anticoagulant oral, il faut y penser. Lorsque vous avez fait un accident vasculaire cérébral sous anticoagulant bien conduit, pas de contre-indication aux anticoagulants, mais il est inefficace, il faut y penser et adresser le patient. Lorsque le patient ne prend pas ses médicaments alors qu'il est à haut risque emboligène, il faut y penser. Et lorsque vous n'avez pas de prescription d'anticoagulants, quelle qu'en soit la raison, il faut offrir cette alternative aux patients. 3 mois plus tard, on fait un scanner, on voit la prothèse en place et on voit disparaître derrière la prothèse l'auricule qui est complètement thrombosée et qu'on ne peut pas voir avec le contraste. Donc en conclusion, c'est assez simple. L'occlusion de l'auricule gauche, ça marche et ça prévient les accidents vasculaires cérébraux de la fibrillation auriculaire, aussi bien, si ce n'est mieux, que les antivitamines K. Il y a aussi moins d'hémorragie. Cette complication-là
disparaît puisqu'on n'a plus d'anticoagulant. Les complications du geste sont réduites et se réduisent avec l'expérience. Et c'est une option à discuter quasi systématiquement avec les patients, en particulier lorsqu'il y a un problème vis-à-vis du traitement médical. Je vous remercie. Merci beaucoup, Gilles. Est-ce que je peux te faire un aveu? Je ne comprends pas tes conclusions. Parce que quand on regarde les hommes d'un certain âge, ils se lèvent la nuit et pour ne pas réveiller leur femme, n'allument pas la lumière. Ils prennent les pieds dans le tapis, aux anticoagulants, c'est dans le cerveau. Ouais. Et si c'est la femme, il a des arthroses, il ne peut pas marcher, il tombe, la même chose. Alors pourquoi tu ne veux pas donner par ce traitement-là, avant de mettre des anticoagulants, ou ne pas le mettre du tout? Moi, je pense que vous avez raison et qu'on y viendra. Malheureusement, je ne peux pas, en public, devant cette assemblée, dire quelque chose comme ça. Je préfère que ce soit vous. Alors, je pose la question à Madame Boutet. Est-ce que les patients que vous avez en fibrillation auriculaire permanente, vous préférez les mettre des anticoagulants ou l'envoyer à Gilles pour lui mettre? Alors pour l'instant, on n'a pas le droit de les envoyer à Gilles à titre systématique, parce que c'est contrôlé par les autorités, tout ça, pour des raisons financières. Mais quand on voit le prix des accidents, bien sûr, mais des anticoagulants oraux aussi, toi, tu as montré un suivi à 4 ans. Ma question, c'était ça. Est-ce que tu auras un suivi à 10 ans? Enfin, ça devient, sur le plan économique et rationnel et intelligent, ça devient le premier traitement devrait, si vous n'avez pas plus de complications que ça, et les complications vont en diminuant, ça devrait être le traitement de base Alors après, post-scriptum, la fibrillation auriculaire permanente, oui, mais une fois que vous avez mis les prothèses, faire une ablation, c'est pas facile, c'est pas possible. Hein. Donc faut y penser, faut réfléchir avant. Hein. Ouais. Mais sinon, oui, bien sûr. Michel, après. Juste un mot, compte tenu du fait que sur ces terrains-là, ce risque cérébral est très important. Est-ce qu'on peut imaginer de faire des auriculectomies prophylactiques? Alors, c'est l'alternative, c'est de se dire on va opérer le patient et aller fermer cet auricule de manière chirurgicale. C'est un geste lourd pour des patients qui sont extrêmement fragiles. Hein. Pour l'instant, la technique s'adresse à des sujets souvent âgés, avec des comorbidités, qui ont déjà fait l'accident vasculaire cérébral, la complication hémorragique. Mais c'est tout à fait possible. On a quand même des contrôles échographiques de fermeture chirurgicale d'auricule gauche qui laissent penser que assez souvent, malheureusement, il y a toujours une perméabilité après fermeture chirurgicale. Et est-ce que vous faites l'auriculectomie à titre prophylactique au cours d'une intervention ou à la fin d'une intervention sur les coronaires ou sur une valve? Alors, nous, non, en interventionnel, non. Les chirurgiens, si on insiste vraiment, je pense qu'ils peuvent nous faire ça sans problème. Actuellement, quand on malade sont opérés, quel qu'on soit, en particulier pour la chirurgie mitrale, on ferme systématiquement l'auricule. Soit on fait une amputation, soit on fait l'orifice, exactement la même chose. On met un sujet par l'orifice en dos. Yves, tu voulais passer peut-être... Vous avez fait un plaidoyer remarquable en faveur de la mise en place de ce dispositif intra-auriculaire. Mais vous avez cité, mais très discrètement, le risque hémorragique d'un tel geste. Or, j'ai présent à l'esprit un patient qui est décédé dans les suites immédiates d'une hémorragie. Et je voudrais savoir si... on peut avoir d'abord, vous nous l'avez montré, c'était rare, mais quel était le mécanisme dans ce cas-là? Était-ce une plaie de la paroi postérieure au moment de la mise en place de la prothèse? Était-ce, je ne sais pas, je vous pose la question. Alors pour ce cas de figure, j'en sais rien, mais les hémopéricardes peuvent survenir à cause de la ponction transeptale, c'est une complication classique du transseptal. Mais ça peut aussi être lié à une micro-perforation de l'auricule lui-même. Ça nous est arrivé. Le traitement, c'est de continuer la fermeture et d'aller rapidement boucher l'auricule parce qu'à ce moment-là, on arrête la fuite. Mais c'est ce que vous voyez sur les courbes. Il y a un prix à payer au début qui sont les complications d'un geste interventionnel. Mais si vous attendez un peu, les courbes se rattrapent et tout ça disparaît avec le temps. Étant donné que c'est... Non, pardon.
C'est enregistré. Pardon. Étant donné tous ces avantages, quel est le chiffre actuellement de prothèses mises en place? Je sais que c'est en évolution, mais est-ce que d'une année sur l'autre, c'est en évolution très importante, et quel est le chiffre sur le registre actuel en France pour une année? C'est une très bonne question. C'est encore une technique qui se met en place, qui a un coût et qui n'est pas remboursée, qui va l'être prochainement. Donc l'absence de remboursement, bien évidemment, limite l'expansion de l'indication. Pour vous donner un ordre d'idée, on est le plus gros centre à la paix en posé et on en a mis 50 cette année. Ça représente 50 patients traités dans l'année chez nous. Voilà. Une fois que le remboursement va être là, il est bien évident que ça va s'accélérer tout cela. Ça sera toujours fait dans des centres médico-chirurgicaux. D'autres questions? Vous avez vu que les actes se font sous anesthésie générale. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'anesthésie générale pour faire des gestes interventionnels que pour faire de la chirurgie à ciel ouvert? Non, c'est une notion qu'il vaut mieux avoir à l'esprit. Merci beaucoup, Gilles. C'est très bien. En France. Merci.